Salut! Dans cette vidéo, nous allons aborder le théorème de Millman, qui pose tant de difficultés aux ingénieurs, aux techniciens, aux amateurs. Il s'agit pourtant d'un outil extrêmement puissant, facile à comprendre. On va prendre pour cela comme exemple un circuit qui s'appelle l'anode follower, qu'on n'a pas encore vu sur ce canal. On va le résoudre d'une part avec la loi des nœuds en termes de potentiel, puis avec Millman. On est parti! J'ai reçu ce schéma que vous voyez ici même, d'un internaute. Alors je l'en remercie parce que d'abord, je n'ai pas toujours le temps d'analyser des schémas, mais je l'ai pris pour son caractère didactique, parce qu'il est reparti de l'ampli élémentaire que j'avais présenté sur ce canal il y a quelques temps, voire quelques années maintenant. Et j'avais précisé que cet ampli constitué d'une L84 montée en triode, en pseudo-triode, ne constituait en rien un amplificateur haute fidélité. Au contraire, c'était plutôt un ampli destiné à une radio de chevet, et on ne peut pas qualifier vraiment cet amplificateur d'amplificateur hi-fi. Je l'avais utilisé pour son caractère didactique, puisque c'est la base en fait de tous les amplis à tube unique. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait deux modifs en fait là-dessus. La première, je vais vous le montrer. Il a proposé d'abord de faire ça, de changer les tâches de tension par un mu-follower, qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo dédié quand on parlera de la réduction de la distorsion dans les étages de tension. Et d'autre part, il est venu mettre ici, vous voyez, deux résistances qui ont pour effet d'apporter une contre-réaction locale à l'étage de sortie dans le but de réduire la distorsion. Malheureusement, on verra, pas forcément dans cette vidéo, mais par la suite, que cette tentative est vaine par les limitations de performance intrinsèques de cet équipement. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'étage de sortie qu'il a utilisé, comme vous le voyez ici, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est un sujet qui a été largement évoqué sur ce canal. Je vous mets en description la playlist concernant cet ampli élémentaire. Et on voit que les tracés sur les droites de charge nous donnent une puissance maximum de l'ordre de 2,1 watts environ, ce qui est vraiment faible. En revanche, ce qui n'est pas bon du tout, c'est ça, c'est-à-dire c'est les 9% de distorsion qui sont absolument abominables. Pour autant, on va s'intéresser à la façon dont il a modifié cet étage de sortie. Alors la modification qu'il a apportée à cet étage de sortie consiste à l'adjonction de deux résistances ici qui viennent prendre une partie du signal, comme vous le voyez ici, sur l'anode du tube, pour la réinjecter vers la grille, en fait, à l'entrée, de façon à réduire la distorsion, et on va voir ce que ça a donné. Alors ça, je l'ai fait en simulation, je n'ai pas réalisé cette maquette, je la ferai probablement ultérieurement. Alors quand on fait une mesure de gain sur cet étage ici, et une mesure de distorsion, à tout le moins avec un simulateur, on voit qu'il a réduit la distorsion, comme vous le voyez ici, à 1,5% en lieu et place de 9%. Quand on arrive à la limite, on va dire, de cet ampli, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il est quand même arrivé à réduire la distorsion. Seul petit problème, on va voir que ça a pour effet d'abaisser l'impédance d'entrée et de devoir faire... en fait, ici, vous devez aller faire un swing plus important qui finalement reporte le problème de la distorsion sur l'étage de tension qui le précède. Mais ça, ce n'est pas le sujet de l'objet de la vidéo actuelle. Alors le gain en boucle fermée, c'est-à-dire quand ces deux résistances sont présentes, il est de 5,7. J'ai mesuré, si on peut dire, au simulateur ce gain entre l'entrée et l'anode, c'est-à-dire non pas près le transformateur, pour avoir le gain de l'étage. Le transformateur étant un abaisseur, finalement, on s'intéresse au reflet de cette impédance sur le primaire. Alors, cet étage, une fois appliqué une contre-réaction, ça a pour effet d'abaisser le gain. C'est-à-dire que si maintenant on venait voir cet étage ici, vous voyez, en supprimant ces résistances-là, ce condensateur, et qu'on injectait le signal directement ici, on se retrouverait donc dans la configuration normale d'un étage en cathode commune. On aurait donc le gain en boucle ouverte, ce que vous voyez, GBO ici, en boucle ouverte, et là on voit qu'on a 12,67 en linéaire. Je ne les ai pas convertis en dB, et vous voyez qu'on a bien abaissé le gain, mais on a également abaissé la distorsion. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir que cet étage, ici, s'appelle un étage en anode suiveuse. Alors c'est un étage que vous rencontrerez très couramment dans les amplis à tube,
Mais pas seulement, puisqu'il existe, il est transposé depuis très longtemps, typiquement avec des triodes, mais aussi avec des transistors bipolaires. On peut imaginer le faire avec des transistors à effet de champ. Il n'y a aucun problème. L'idée étant bien sûr de venir réinjecter l'anode vers la grille du tube, ou vers la base en l'occurrence, comme vous le voyez ici. C'est très utilisé, par exemple, typiquement dans des correcteurs de tonalité. Le correcteur Baxandall, quand il est monté avec une triode et qu'il est donc actif, il utilise ce procédé d'anode suiveuse que vous pouvez aussi retrouver dans les déphaseurs dits paraphase. Alors, sur quel principe repose ce circuit dit d'anode suiveuse? Comme toujours, on en revient au grand classique, c'est-à-dire à la contre-réaction qui est un asservissement, comme je vous l'ai répété maintes fois sur ce canal, c'est-à-dire que ça consiste à venir prendre une partie du signal de sortie, ici, et le réinjecter vers l'entrée, en opposition de phase. Alors il faut savoir que dans certaines conditions, ça a pour effet de rendre l'amplificateur instable, en particulier quand on cascade un grand nombre d'étages et qu'on y applique une contre-réaction globale. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on n'est plus en opposition de phase. Alors, si vous travaillez avec un amplificateur opérationnel, parce qu'on pourrait être tenté, bien sûr, de considérer ces deux résistances ici comme les deux résistances que vous trouveriez sur un amplificateur opérationnel. Et dans ces cas-là, quand vous êtes sur un ampli op, vous appliquez une formule qui consiste à diviser la résistance de feedback par la résistance d'entrée, ce que l'on voit ici, et qui vous donne le gain de l'étage. En fait, dans cette formule, qui est l'équation générale de la contre-réaction, vous voyez ici, si le gain est très grand, vous pouvez vous contenter d'appliquer la valeur du feedback, ce qui vous donne le gain global de l'étage. C'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'ici on peut faire une approximation directement ici. Sauf que, pour considérer que la contre-réaction constitue et définit à elle seule le gain d'un étage, vous devez respecter un certain nombre de choses auxquelles les tubes ne répondent pas, bien sûr. La première des choses, c'est que vous devez considérer que le gain de votre ampli ou de votre étage est très grand, d'une part. Ensuite, il faut également considérer que vous avez une impédance d'entrée qui est infinie, et enfin que vous avez une impédance de sortie qui est nulle. À ça s'ajoute sur les amplis op le sujet de l'offset qui est nul, qu'on considère comme nul, mais également un mode linéaire, c'est-à-dire que ce système-là fonctionne quand il n'est pas en saturation. Sinon, cette équation, vous sortez bien sûr, l'équation qui est au-dessus de moi, pardon, vous sortez des limites de la dite équation, de la limite de validité de l'équation. Donc si vous appliquez instinctivement sur cet étage le rapport entre les deux résistances de 68 kg que vous avez ici et de 870 kg, vous allez obtenir un gain de 12 sur cet étage par le calcul, qui est bien sûr très loin des 5,7 que l'on vient de voir en simulation. On ne peut pas se contenter de cette approximation. Alors pour ce faire, on va travailler sur des modèles équivalents. Il faut savoir qu'en analogique, le principe de l'analogique, c'est d'avoir des modèles équivalents dans lesquels on va retenir un modèle qui va rendre compte de la réalité tout en facilitant les calculs. Alors on va retirer parfois des composants parasites en fonction des bandes de fréquence, et le modèle que l'on va avoir va nous permettre de calculer plus facilement ce truc-là, où vous voyez qu'ici vous avez quand même un grand nombre de composants, et si on ne sait pas comment s'y prendre, on ne voit pas tellement par quel moyen on va trouver la façon de résoudre cet ampli, en fait le gain de cet ampli. Alors pour ce faire, quand vous êtes sur un ampli, ou vous êtes sur un système dans lequel vous avez de l'alternative, ce qui est le cas d'un ampli, vous pouvez court-circuiter les condensateurs, parce que vous considérez dans votre hypothèse de validité de vos équations que ces condensateurs se comportent comme des courts-circuits, comme vous le voyez ici sur le schéma qui est à ma droite. Ces condensateurs, ils sont dimensionnés de telle façon que vous allez considérer qu'à partir de 20 Hz, la réactance est telle que vous pouvez la négliger. Il en va de même, bien sûr, des alimentations. Donc, à partir de là, on peut réduire ce schéma-là à quelque chose de beaucoup plus simple, à savoir, ce circuit-là, c'est quand même déjà plus simple. Vous voyez qu'on a fait sauter un certain nombre de composants. Alors, on va aller plus loin dans les simplifications et on va considérer maintenant le schéma équivalent général dans lequel ce que vous voyez ici, c'est une triode. D'accord ? Et cette triode, dont vous voyez un modèle équivalent qui comprend donc un générateur de tension variable
variant en fonction de la tension de grille, d'une part, ce que vous voyez ici. D'autre part, une résistance interne ρ, et ensuite une résistance de charge qui peut être complétée, une résistance d'anode, pardon, qui peut être complétée d'une résistance de charge ici, quand il va suivre un autre étage, ce qui n'est pas le cas quand on a un transformateur, puisque la charge du transformateur, à elle seule, reflète l'impédance au secondaire, vers le primaire, si bien qu'on n'a pas besoin d'intégrer cette valeur-là dans les calculs. Ce qu'on va rechercher dans ce schéma, c'est la tension VG. Pourquoi on va chercher la tension VG? Parce qu'on comprend aisément que quand on va chercher le gain, en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse, le gain c'est donc A, ça n'est jamais que le rapport entre la sortie et l'entrée. Or la sortie ici, vous voyez bien qu'elle est conditionnée à la tension VG, c'est-à-dire que S c'est égal à moins mu VG. Je ne vais pas revenir sur ce modèle équivalent qui a été largement évoqué. Je vous mets une fiche sur la cathode commune, le montage en cathode commune, qui a été traité sur cette chaîne autrefois. Néanmoins, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette triode, ici, avec tous ses composants, c'est-à-dire la résistance interne, la résistance d'anode et éventuellement la charge, simplement par un ampli dont le gain est de moins A. Alors pourquoi on met moins? Parce que c'est un ampli qui déphase. Il faut se souvenir de ça quand on travaille sur ce genre de truc, c'est-à-dire que si vous rentrez un signal comme ça à l'entrée, eh bien à la sortie, vous aurez un signal déphasé de 180 degrés. Il est possible maintenant de réduire ce schéma à quelque chose d'encore plus simple, vous voyez, on commence à s'en approcher, avec d'un côté un ampli, on le réintroduira par la suite, cet ampli qui est ici, moins A, une tension de sortie, une tension d'entrée et 3 résistances. On va considérer, et ça c'est juste de le dire, que cette tension VG qui naît aux bornes de la résistance de grille, qui est la résistance qui polarise, qui ramène en fait la grille à zéro, au point de vue de la triode, finalement, il n'y a pas de courant de tirer en faveur de la triode, ce qui est vrai parce qu'un tube, sauf à travailler en classe AB2, en classe A2, ou dans certaines conditions pour les étages de tension, en principe, un tube, il n'y a pas de courant qui est tiré vers un tube. On tirera du courant vers un tube à partir du moment où la valeur de la grille va devenir positive, ce qui ne devrait pas être le cas, en principe, sur ce type d'ampli, qui est présenté ici, ou même sur un étage de tension. Donc on va considérer dans notre hypothèse qu'on n'a pas de courant qui est tiré ici, donc on peut tout à fait, dès maintenant, retirer cet amplificateur qui est en ligne ici, et se réduire finalement à 3 résistances avec une entrée et une sortie. Pour la compréhension de ce que l'on va faire, on va donc remplacer ces deux tensions que nous avons entre l'entrée et la sortie. Je vais vous les représenter par deux générateurs, E et S, qui sont donc deux générateurs alternatifs. Certes, il y a un lien entre les deux, mais pour faire le calcul, on va se contenter d'avoir, c'est comme si on avait deux générateurs entre l'entrée et la sortie. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment découvrir la tension qui se trouve en VG. Alors il y a plusieurs façons pour résoudre ce genre d'exercice. On peut utiliser Norton, on peut utiliser la loi des nœuds en termes de potentiel, on pourrait la considérer comme un quadripôle, faire du calcul matriciel, enfin, il y a différentes façons de le faire, mais aujourd'hui on va s'intéresser à Millman parce que ce que vous voyez ici, en une minute, vous écrivez directement l'équation de la tension VG. Alors ce que l'on peut dire dès maintenant, et on va pour l'instant introduire des courants, on peut dire qu'il y a 3 courants qui vont naître, un courant I1 ici, un courant I2 et un courant I3. Alors là, on revient aux lois de Kirchhoff et à un principe qui veut que tous les courants entrants égalent les courants sortants, ou que la somme de l'ensemble des courants est nulle. Alors pour cela, on va travailler maintenant avec ce que l'on appelle la loi des nœuds en termes de potentiel, ce que j'avais utilisé sans la démontrer d'ailleurs, quand j'ai parlé de l'effet Miller. Alors, la loi des nœuds en termes de potentiel, malgré ce nom qui est un peu un kouglof et qui peut faire peur, est quelque chose d'extrêmement simple et qui repose sur deux principes, la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff. Alors l'idée c'est quoi? C'est que quand vous avez un nœud sur lequel arrive un certain nombre de branches, que je vais vous représenter tout de suite avec le transparent, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Ça c'est quelque chose de... vous ne pouvez pas lutter contre ça, faute de quoi vous violeriez la loi de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que si les courants sortants étaient plus importants que les courants entrants, vous auriez résolu le problème de l'énergie libre. Donc,
il faut savoir que quand vous êtes sur un nœud, tous les courants qui rentrent et tous les courants qui sortent sont égaux, ou la somme de l'ensemble des courants est égale à 0. Alors qu'importe la façon dont vous allez définir les sens conventionnels des courants, le principal c'est que vous respectiez que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Deuxième principe sur lequel repose la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est simplement la loi d'Ohm qui dit quoi? On dit que quand un dipôle, alors là j'ai représenté une résistance, mais bien sûr ça pourrait être un condensateur, une self, condition qu'il soit linéaire, ne vous amusez pas à utiliser la loi des nœuds en termes de potentiel ou Millman avec des diodes ou des semi-conducteurs, parce que là, à ce moment-là, les équations, vous sortez de leur limite de validité, ou alors pour les rendre valides, c'est plus compliqué mathématiquement. Mais dès que vous êtes sur des filtres RLC, enfin RLC, vous pouvez utiliser ce principe-là. Le courant traversant un conducteur fait naître une tension à ses bornes, en conséquence, rien ne vous interdit d'exprimer un courant comme étant le rapport entre une tension aux bornes et le dipôle sur lequel il est, résistance, condensateur, self, etc. Alors on va s'intéresser à ça maintenant. Je vous ai pris un exemple simple, par exemple une résistance qui est connectée à deux générateurs en continu, enfin deux batteries on va dire. Alors là je les ai dessinés, vous voyez, on peut dire que ici, bien sûr, on peut imaginer que la tension là est plus forte que la tension, enfin la tension qui est ici est plus forte que la tension qui est là. En conséquence, le courant aurait tendance à passer dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut respecter toujours quand on va travailler soit avec la loi des nœuds en termes de potentiel ou d'une manière générale avec les lois de Kirchhoff, c'est de respecter les conventions récepteurs que vous avez sur un dipôle. Donc là, on va imaginer que le courant circule dans ce sens-là, en conséquence de quoi la tension aux bornes de la résistance est dans ce sens-là. Bon, quelle est cette tension? Là, ça tombe sous le sens. Ça dit quoi? Ça dit que finalement, on peut tout à fait écrire que la tension U, ça n'est jamais que la tension A, c'est-à-dire la tension qui est ici, voilà, moins la tension qui est ici, divisée par la résistance. Donc vous pouvez écrire que c'est A moins B divisé par R, ou vous pouvez séparer au nom du fait que vous avez le même dénominateur R, vous pouvez écrire ça comme A sur R et B sur R. Ça, c'est les deux principes qui régissent la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est pas plus compliqué que ça. Alors essayons de résoudre maintenant ce circuit élémentaire avec la loi des nœuds en termes de potentiel. Alors ce que l'on peut faire et ce que l'on peut écrire aujourd'hui, c'est qu'il y a trois courants et on a donc le droit d'écrire que I3 égale I2 plus I1. C'est exactement ce que l'on voit ici sur le dessin qui est ici. Vous voyez, on a bien trois courants et on comprend bien qu'ici on a la somme des trois courants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise la loi des nœuds en termes de potentiel, on ne nomme pas les courants, on écrit simplement les courants comme un ratio entre la tension aux bornes d'un dipôle et le dipôle lui-même, tout simplement. Alors on va commencer par quelque chose le plus facile, c'est-à-dire I3. Qu'est-ce que c'est que I3? Ça se voit directement sur le dessin qui est ici. Ça n'est jamais que le rapport entre la tension de grille, VG, et la résistance RG. Ça c'est mathématique. Alors, où c'est plus compliqué, finalement, c'est pour dire comment peut-on exprimer le courant I2 et le courant I1. Une fois encore, on ne va pas se prendre la tête, on va le faire assez facilement. Le courant étant dans ce sens-là, concernant le courant I2, la tension, elle est dans l'autre sens, convention récepteur, classique, et on va la dessiner. Qu'est-ce que l'on a ici? On a deux tensions, on a VG d'un côté, là, et on a S de ce côté-là. Alors, pour ne pas vous gourer, c'est assez facile. Vous allez considérer que quand vous allez calculer ça, ça n'est jamais que le rapport, la soustraction entre S et VG. Donc vous avez le droit d'écrire que c'est S moins VG. Pour ne pas vous planter dans le bon sens, où se trouve la flèche, c'est la tension S, et où se trouve le pied, c'est la tension de l'autre côté, la plus faible. Donc vous écrivez S moins VG. Et là, vous allez pouvoir écrire que le courant I2, ça n'est jamais que S moins VG divisé par RF. Et ça, ça vous donne le courant. Concernant le courant I1, là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ça va être E moins VG divisé par RIN. Donc vous allez voir maintenant qu'on a le droit d'additionner l'ensemble de ces trois courants. Et vous voyez que finalement, j'ai exprimé la tension VG dans une série, dans une équation,
dans laquelle à aucun moment je n'ai écrit les courants. Je ne les ai exprimés que par un ratio tension potentielle divisé par l'impédance sur lequel la tension se trouve appliquée. Parce que vous voyez ici, il n'y a nulle part l'expression d'un courant là-dedans, sauf bien sûr à le comprendre comme le ratio entre une tension et une impédance. Alors à partir de là, on va pouvoir simplifier tout ça, hein, parce que là, c'est ce qu'on recherche, c'est VG. Donc, fort de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez séparer ici les divisions, les ratios, au nom du fait que vous êtes sous le même dénominateur, et on va regrouper l'ensemble des termes en VG, c'est-à-dire la tension que l'on recherche. On va passer tout ça de l'autre côté de l'égalité, ici. Ça va changer le signe. Alors là, il faut faire attention quand on fait ce genre de truc, parce que faut faire toujours attention au signe, parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Et vous voyez qu'on a l'ensemble des tensions VG qui sont d'un côté de l'égalité, et de l'autre côté se trouvent S et E. On va factoriser tout ça, hein, tout simplement, ça c'est facile. On a le droit d'écrire que VG est égal à 1 sur RG plus 1 sur RF, etc. multiplié. Voilà ce que vous trouvez ici, ça c'est simplement la mise en facteur de VG, et ça va nous donner un résultat final qui est le suivant, c'est-à-dire que VG est égal à E sur R' plus S sur RF divisé par les admittances de chacune des dipôles, de chacun des dipôles qui étaient branchés sur ce nœud. Alors, si vous êtes rompu à Millman, ce que je viens de faire là, vous voyez, vous le faites immédiatement, sans vous envoyer les 4 ou 5 lignes qu'on vient faire d'algèbre. Alors là, évidemment, c'est relativement facile, puisqu'il n'y a que 3 dipôles, mais vous pouvez imaginer que si vous êtes confronté à venir chercher la solution sur un filtre de type Sallen-Enkey, par exemple, où vous allez avoir sur des nœuds des branches multiples, ou autre, là, les calculs peuvent s'envoler. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est confronté à trouver des tensions comme ça, c'est d'écrire ça sous la forme de courant, chercher des résistances équivalentes, et là, vous allez vous envoler avec une série d'équations, vous allez vous retrouver avec une série d'équations dans lesquelles vous allez essayer d'exprimer les courants, et si vous faites ça, d'abord, ça va se compliquer, parce que vous allez devoir résoudre des systèmes d'équations à plusieurs inconnus, et puis bon, vous allez faire des pages et des pages de calcul, alors que vous allez voir qu'avec Millman ou avec la loi des nœuds en termes de potentiel, en quelques minutes, le problème est réglé. Alors passons maintenant à la façon de le résoudre avec Millman. Alors avec Millman, c'est extrêmement simple. Vous êtes confronté à essayer de trouver la tension sur un point, sur un nœud que vous avez repéré, en l'occurrence ici c'est VG, on vient chercher la tension VG. Comment peut-on écrire ça directement avec Millman? Bien, tout simplement, vous prenez le nœud considéré, c'est-à-dire VG, et vous regardez la tension qu'il y a de l'autre côté du nœud. Alors, on va commencer par R'. Ici, on a E. Donc, pour écrire ça, c'est extrêmement simple. Vous allez écrire, vous voyez, vous l'avez repéré, vous allez écrire E divisé par R', ce qui vous donne le courant, divisé par l'admittance du dipôle considéré. Tout simplement. Et vous allez additionner ça, même chose sur l'autre branche, hein, là, donc en l'occurrence on a S divisé par, ici on voit bien qu'on a S, divisé par 1 sur RF. Alors il y a quand même un truc auquel il faut faire attention, c'est que ici vous avez une tension en fait qui n'est pas évidente à trouver, mais qui s'appelle 0 volt, puisque c'est la masse. Mais c'est quand même une tension, une référence de potentiel, mais c'est aussi une tension. Alors, ce qu'il faudrait faire en toute rigueur, c'est calculer la valeur en considérant 0 volt divisé par RG plus 1 sur RG. Et vous voyez que là, on peut faire disparaître allègrement ce sujet-là. Alors ça, je l'ai mis à caractère didactique, mais dans les faits, dès que vous verrez une résistance ou un dipôle qui est tiré vers la masse, ce n'est pas la peine de le mettre au dénominateur. Et vous voyez qu'à partir de là, vous avez écrit très exactement la même équation que l'on a trouvé, et ça vous le faites en 2 minutes là. Bon, évidemment on a passé plus de temps parce que je vous l'ai expliqué. Ça c'est un outil, vous voyez, en l'espace de même pas 1 minute, on a écrit la tension VG. Alors venons-en à l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire maintenant de calculer le gain de cet étage. Alors on va remettre le schéma qu'on avait tout à l'heure avec l'ampli, on va le réintroduire pour pouvoir calculer la tension en sortie.
Alors, qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui en l'ayant résolu avec la loi des nœuds en termes de potentiel d'une part, mais aussi avec Millman? On sait écrire la tension VG, c'est ce que vous voyez ici, l'équation numéro 1. Mais on sait écrire, on sait dire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, que la tension VG, c'est également la tension de sortie divisée par le gain. Ou on peut écrire autrement, c'est pour voir comment je suis arrivé là, tout simplement, si on a le droit d'écrire que S est égal à moins A VG. Bon, ça n'est jamais que la fraction, c'est-à-dire que la reformulation de ce gain. Donc on se retrouve bien avec un système avec deux équations. On peut à partir de là tout à fait faire disparaître VG. Il suffit de substituer VG dans la première équation, ce que l'on va faire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'écrire que S sur A est égal, c'est-à-dire S sur A, c'est-à-dire S, la sortie sur le gain ici en boucle ouverte, c'est égal à ce que l'on a trouvé tout à l'heure avec Millman. Bon, ben là le problème est résolu finalement. Ce que l'on va faire. Une fois qu'on a exprimé ça, n'oublions pas que ce que l'on cherche, c'est S sur E. Alors, après quelques petites opérations d'algèbre, ce que je vous mettrai en ligne sur le site web et en fiche également dans cette vidéo, on va trouver la solution qui est la suivante, c'est-à-dire que le gain, c'est égal à cette formule-là, c'est-à-dire 1 sur A, facteur de 1 plus RF sur Rin sur RF, plus Rin sur RG, plus Rin sur RF. Et vous voyez là que quand même, on a un problème, c'est que c'est quand même très éloigné de ce qu'on avait vu avec un amplificateur opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on a réintégré des éléments complémentaires. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe. Si on considère réintégrer le modèle équivalent de la triode, dont le calcul est le suivant, c'est-à-dire mu moins mu, enfin c'est mu RA sur RA plus ρ, je ne vais pas le redémontrer, je vous renvoie à la triode en cathode commune, une fois encore, sur la fiche de la triode en cathode commune. Ça nous donne le gain de l'étage ici, en fonction de la tension qui est ici. Alors, réintroduisons ça, et voilà le résultat final de ce qui est le gain de cet étage. Alors, on peut calculer ça à la main avec une calculatrice, bien sûr, ou à la main, mais j'ai fait un fichier sur Excel que je vous joindrai à la présente vidéo, de telle manière à ce que vous puissiez utiliser ça pour vos propres calculs, si vous souhaitez le faire, sur des étages en anode commune. Bon, après, si on avait des éléments actifs et capacitifs, pas capacitifs ou réactifs, on pourrait revoir ce schéma-là. Mais le principe reste le même. Alors venons-en à cette grande formule qui est ici, et on va regarder si on est consistant par rapport à ce qu'on avait pu écrire avec un amplificateur opérationnel aujourd'hui. Alors, on va imaginer quand même que là, le gain d'une triode comme celle-là, on l'avait calculé tout à l'heure, le gain en boucle ouverte, c'était 12 et quelques. Donc cette valeur est relativement petite, si bien que cette partie que vous avez ici ne peut pas être négligée. Vous ne pouvez pas négliger dans la formule cette partie-là. En revanche, qu'est-ce qui se passe si le gain, ici, est très grand? Alors, si le gain est très grand, c'est-à-dire ce qui est le cas, par exemple, dans un ampli op, ou tend vers l'infini, vous allez vous retrouver à faire une opération dans laquelle vous allez diviser 1 par un nombre très grand. Alors que moi, j'appelle qui tend vers plus l'infini, en fait, qui est très grand. Mais si vous divisez quelque chose, si vous divisez 1, pardon, par un nombre très grand, qu'est-ce que vous allez obtenir à la sortie? C'est bien évident, c'est un nombre très petit, c'est-à-dire un nombre qui va tendre vers 0. Donc ça, si vous avez 0 ici, que multiplie cette partie-là, vous allez vous réduire votre équation à quelque chose de simple. En fait, c'est uniquement, parce que tout ça, ça va dégager. Donc vous allez vous retrouver avec 1 divisé par Rin sur RF. Donc comme c'est un inverse, ça nous donne bien RF sur Rin. C'est à peu près ce que vous trouvez sur un amplificateur opérationnel. Ça, c'est simplement lié au gain de votre ampli. Alors, il nous reste à traiter du sujet de l'impédance d'entrée. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration de l'impédance d'entrée dans cette vidéo, parce qu'elle est déjà relativement longue, et je vois défiler à grands cris dans le rush quand même pas loin de 45 minutes. Il va falloir que je fasse des coupes là-dedans.
Cela dit, l'impédance d'entrée est abaissée, ceci étant lié à la contre-réaction. Alors, typiquement, je vous renvoie avec la démonstration que j'avais faite sur l'effet Miller. Et l'effet Miller, j'ai utilisé la loi des nœuds en termes de potentiel à l'époque sans même l'expliciter. Et vous allez voir que le fait qu'on ait une résistance qui soit ramenée vers la grille, elle a pour effet, en fait, quand on regarde l'impédance d'entrée vue, comme je le montre depuis l'entrée du circuit, ben, elle a pour effet de venir se comporter comme une résistance qui va se retrouver en parallèle sur l'entrée entre la grille et la masse, en l'occurrence. Et cette valeur va se retrouver diminuée du gain plus 1. Alors, tout ça, c'est pareil, je vais vous l'écrire dans un document, parce que je ne vais pas le démontrer. Et le résultat, c'est que ça va vous donner cette formule qui est là, que j'ai rentrée d'ailleurs dans Excel. Alors ça a un effet, quand on a fait ça sur un étage, et en plus, avec un circuit qui a un gain quand même relativement faible, malgré tout, eh bien, si on reprend les valeurs que l'on avait dans le schéma d'origine, et qu'on suppose qu'ici on a 68 quarts, c'est ça, je crois qu'on avait, ici on avait 870 quarts, et là un mégohm ou 470 kg, peu importe, eh bien vous allez vous rendre compte que là vous avez vu d'ici, vous voyez 125 kOhm. Alors 125 kOhm, ça peut paraître énorme, hein, comme ça, brutalement. Typiquement, par exemple, si vous travaillez avec des composants à l'état solide, des transistors, 125 kOhm, c'est une impédance qui ne présente pas de difficulté, bon, à tout de moins à ces fréquences-là. Par contre, avec des tubes 125 kOhm, vous commencez à charger sérieusement l'étage précédent. Si vous ne l'avez pas conçu pour pouvoir attaquer et être adapté sur des charges relativement faibles, et si vous faites ça avec une triode, vous voyez, typiquement comme une 12AX7, là vous allez mettre 100, vous voyez, ça va être encore pire ce qui va vous arriver. Donc c'est pas un circuit idéal parce qu'il a pour effet d'abaisser l'impédance d'entrée. Donc ça a des conséquences qui sont pas neutres, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse précéder d'un étage à même de faire ça. Deuxième défaut de ce circuit, j'en ai pas parlé, c'est que si les valeurs, et c'est le cas ici, sont très importantes, vous voyez, même avec la contre-réaction, vous réinjectez quand même du bruit à l'entrée, ce qui en fait pas un étage finalement très utile ou adapté à travailler sur des signaux relativement faibles. Avant de conclure cette vidéo, on va retourner au labo et on va regarder ces simulations et on va regarder ce qu'on a fait sur Excel pour voir si ça colle à la réalité de la simulation. Par la suite, on fera une maquette puisqu'on reviendra sur ce circuit-là et en particulier quand on parlera de la réduction des distorsions. On va essayer de faire ça assez rapidement. Ici, ce que l'on a en simulation, c'est ce qu'on appelle le circuit en boucle ouverte. C'est un simple circuit en cathode commune équipé d'un transformateur, ce qui en fait un étage de sortie. On voit que ce que j'injecte en entrée, en crête à crête, on voit qu'ici, je rentre environ 2 volts. 2 volts en entrée, et on va regarder ce que ça donne ici en sortie, en le reprenant, comme je vous l'ai dit, sur la note du tube. Sur la note du tube, et vous voyez qu'en crête à crête, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, on a 25,39. Donc si on prend une calculatrice et qu'on fait 25,39 divisé par 2, vous voyez, on obtient 12,69. C'est-à-dire que le gain de cet étage ici, c'est 12,69 quand il est en boucle ouverte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rétablir la contre-réaction ici, et on va regarder quelle est la valeur en sortie. Donc voilà le montage une fois la contre-réaction rétablie. On va regarder ce que l'on a en entrée, ça n'a pas changé ça. Voilà ce que l'on a en entrée. Bon, en entrée on voit bien qu'on a 2 volts crête-crête. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce que ça donne ici directement sur la note du tube. Et là on voit que l'on a environ 11 volts 43. Donc si je fais 11 volts 43 divisé par 2, vous voyez, j'obtiens 5,71. C'est-à-dire que le gain de cet étage, ici, c'est 5,71. Ce qui est assez proche de ce que l'on avait dans les calculs. Alors maintenant, on reste à voir si nos démonstrations que l'on a faites au tableau nous donnent la réalité.
Ici j'ai un fichier Excel, alors j'ai recollé la simulation ici pour qu'on s'y retrouve. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans les données qui sont ici? On retrouve 3,5 kg, ça correspond au transformateur. 17,5 c'est le facteur d'amplification de la triode, c'est le mu. Alors ça, le problème c'est que c'est un des constantes, si on peut dire, qui n'ont rien de constante, qui est difficile à trouver. Alors, soit vous la trouvez dans la doc du tube, en l'occurrence sur la note d'application de la 6BQ5, eh bien, elle est indiquée à 250 volts, sachant que c'est une valeur qui dépend du point de fonctionnement, comme on l'a vu maintes fois sur ce canal. Alors l'idéal, si vous réalisiez ce montage sur table, on va dire, il faudrait mesurer la vraie valeur à la fois du gain, c'est-à-dire du mu, du facteur d'amplification de la triode, mais aussi de sa résistance interne qui est de l'ordre de 1,5 kg. Mais enfin, j'ai rentré les valeurs que j'ai trouvées dans la doc qui est ici, et qui sont normalement celles du simulateur, à peu près celles du simulateur. Et on voit que moi j'arrive à 5,83. Alors l'explication est la suivante, c'est qu'en particulier, vous voyez, ici ces deux valeurs-là, je les ai approchées, c'est pas forcément les valeurs dont tient compte la simulation. Mais on voit qu'on retrouve bien nos éléments ici. Alors évidemment, vous voyez, si on changeait la valeur de la triode, ici, c'est-à-dire si on changeait le facteur d'amplification et qu'on passerait par exemple sur une 12AX7, ben on va voir, même si on change, vous voyez, uniquement le facteur d'amplification ici, et qu'on le met par exemple comme celui d'une 12AX7, on va mettre 100, c'est à peu près 55, hein, on va dire le gain. La résistance d'anode, dans ces cas-là, on va plutôt la mettre à 200 ohms, on va dire, 200 kg. Et si on conserve ces valeurs-là, vous voyez, le gain en boucle fermée, il passe à 10,80. Alors j'ajoute à ça que vous voyez ici l'impédance d'entrée changer. Parce que l'impédance d'entrée ici, en principe, quand on est en cathode commune, il est celui de la résistance, ici à 470 kg. Mais vous voyez bien qu'on a très sévèrement abaissé l'impédance d'entrée de ce circuit. Donc on voit que le tableau qui est là, que je vous mettrai en ligne, rend bien compte en fait de la réalité de ce que l'on ferait si on faisait un montage sur table. Voilà, on a fini pour cette vidéo concernant Millman et la loi des nœuds en termes de potentiel. Vidéo que je considérais ou j'imaginais être plus courte. Prochaine étape, on parlera de la réduction des distorsions dans les étages de tension. Salut et à bientôt sur les ondes.